Nous sommes le mardi 3 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, la cérémonie officielle de lancement du projet Inkizi Iyar s'est tenue aujourd'hui au CEG Lansane sous la houlette du première dame de la République, Mel Razouelne, qui est la marraine du projet. Le projet Inkizi Iyar est un programme développé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le programme national FIARIN. Il vise à inclure l'initiation à l'entrepreneuriat dans le programme scolaire du secondaire de la 6e à la 3e. Reportage de Miar Voulasfer sur les images de Andra Zanjaibé et Zahra Djiansou. L'un des 3 piliers de la vision du président de la République est la promotion de l'industrie. C'est pour cela qu'il a développé le programme national FIARIN il y a 5 ans. Aujourd'hui, 26 000 personnes ont bénéficié du projet FIARIN et l'âge moyen des bénéficiaires est de 41 ans. On peut dire que c'est un âge qui est relativement avancé en matière d'initiation à l'entrepreneuriat. C'est la raison de ce projet Inkizi Iyar, développé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le programme national FIARIN. Il vise à inclure l'initiation à l'entrepreneuriat dans le cursus des écoles secondaires de la 6e à la 3e. Ainsi, à partir de cette année scolaire, le programme Inkizi Iyar a été pleinement intégré au cursus du ministère de l'Éducation nationale et 23 CEG, soit un CEG par région, en ont bénéficié. D'ici 3 ans, il est prévu que 1840 CEG à travers Madagascar bénéficieront du projet Inkizi Iyar et d'ici 5 ans, le projet devra être intégré dans tous les CEG de la Grande Île. L'enseignement et la formation dispensés aux élèves sont adaptés aux ressources et matériels régionaux. La première dame, Mel Razouelne, est la marraine de ce projet Inkizi Iyar. Selon l'épouse du président de la République, les enfants doivent avoir 4 valeurs pour qu'ils puissent contribuer au développement de Madagascar. Inkizi Iyar peut également être un moyen de lutter contre l'abandon scolaire. Le projet ne se cantonnera pas à l'enseignement théorique, mais il existe des applications, différents ateliers et des rencontres avec des chefs d'entreprise pour faire savoir le chemin parcouru par un entrepreneur. L'objectif est d'inciter les élèves à créer leurs propres entreprises plus tard. Et le 2e arrondissement de la capitale a clôturé la semaine de la caravane médicale des services de santé de proximité organisée par l'association FITI présidée par la première dame de la République, Mel Razouelne, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS. La mobilisation s'est tenue aujourd'hui sur la place Saint-Ignace à Mboumianj dans le 2e arrondissement. Comme dans les autres arrondissements et dans le district d'Avaradjan, nombreux ont été ceux qui ont rejoint la caravane médicale pour bénéficier de ces services de santé. Un événement dans le cadre des 16 jours d'activisme visant à lutter contre les violences. Reportage de Felnara Kotarsoul et Andara Zanarvel. C'est au tour de la population du 2e arrondissement de la capitale de bénéficier des offres de la caravane médicale, des services de santé de proximité en ce dernier jour de la mobilisation. Il s'agit d'un événement organisé par l'association FITI, dirigée par la première dame Mel Razouelne, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS. Une mobilisation pour des offres de santé accessibles à tous et gratuites, comprenant de nombreux services de santé, qui s'est déroulée sur la place Saint-Ignace à Mboumianj, dans le 2e arrondissement. La campagne de lutte contre la violence basée sur le genre, sous ses nombreuses formes, a été effectuée parallèlement à cette offre de santé de proximité, dans le cadre des 16 jours d'activisme pour renforcer la lutte contre la violence. Dans les actualités politiques, parlant élections, la CENI a remis leur nouvelle carte aux électeurs déjà inscrits dans la liste électorale, mais dont les cartes ont été réduites en cendres lors de l'incendie qui a eu lieu à Ivanjk, commune Ivanjk, district de Farafangan. Cela afin que ces derniers puissent jouir de leurs droits, a déclaré le président de la CENI lors de la remise de dons pour la reconstruction de la ville en fin de semaine. Ce dernier est un natif de Fukuntan ravagé par l'incendie. Pour rappel, il y a 2 semaines, un incendie a détruit plus de 650 maisons à Ivanjk et Farafangan. D'autre part, le ministère de l'Intérieur a lancé le week-end dernier une campagne d'identification massive auprès des préfectures locales. Toujours autour des élections, le délai mis en place par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI pour recevoir l'ordonnance 42 de tribunal de première instance se terminera le 4 décembre prochain. Seuls ceux qui ont
présenter leur ordonnance à la CENI ou au CED pourraient être inscrits sur la liste électorale. Et justement, cette liste électorale annexe sera publiée avant le 7 décembre, a indiqué le conseiller de la CENI, Fidmia Firoger Marc. Les détails avec Noura Nirlant. La Commission électorale nationale indépendante prépare la liste électorale et traitera les cartes électorales à partir de ce jeudi, tandis que demain, le 4 décembre 2024, est la date limite pour la réception de l'ordonnance 42 du tribunal de première instance. Les personnes inscrites sur la liste électorale recevront des cartes d'électeurs au niveau du CED afin qu'ils puissent voter le 11 décembre. Ainsi, la liste électorale annexe sera publiée par le CENI avant le 7 décembre 2024 et sera affichée dans les bureaux de vote. Et dans la page économique de ce soir, le premier vol reliant directement Tel Aviv à Nouzbé sera inauguré par la compagnie israélienne Arkia Israel Airlines. Demain, 3 vols auront lieu cette année. L'augmentation du nombre de vols en provenance de l'étranger aura un impact direct sur le développement du tourisme à Madagascar, selon ce reportage de Fanjessé Namiré. Un nouveau souffle pour le tourisme avec l'ouverture d'un vol direct entre Tel Aviv et Nouzbé à partir de demain 4 décembre 2024 via la compagnie israélienne Arkia Israel Airlines. Des avions A32 capables de transporter jusqu'à 200 passagers par vol seront utilisés par cette compagnie. 3 vols sont annoncés en cette fin de semaine, à savoir le vol inaugural de demain 4 décembre 2024, celui du mercredi 11 décembre et celui de mercredi 18 décembre 2024. L'ouverture de Madagascar avec les autres pays étrangers, à travers de tels vols, contribueront à atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2028. Page fait divers, le corps de l'enfant de 8 mois a été retrouvé hier. Il a été porté disparu après l'accident sur la RN13 jeudi dernier, selon les informations émanant du député de Bétchouk, Nicolas Rangenassoul. Cet enfant est l'un des 10 décédés suite à l'accident de la voiture Carandal transportant 164 passagers. 154 passagers en sont sortis indemnes et ont quitté Bétchouk hier. 104 se sont rendus à Ilakak et les 61 autres ont suivi les dépouilles à Ambossaratim. Le corps de l'enfant sera envoyé à Ambossaratim également selon les informations. Le point avec Noura Nirlant. Le nombre de personnes qui ont perdu la vie s'est élevé à 10 suite à l'accident du véhicule Carandal emporté par les eaux d'un radier à Bétchouk à jeudi dernier. L'un d'eux était un bébé de 8 mois et son corps a été retrouvé hier matin, a indiqué le député de Bétchouk Nicolas Rangenassoul. Les corps de ceux qui ont perdu la vie dans l'accident ont quitté Bétchouk hier matin pour être ramenés dans leur pays natal, dans le sud, de même que celui du bébé qui vient d'être retrouvé. La coopération des habitants de Bétchouk et les autorités gouvernementales a permis de ramener toutes les personnes victimes de cet accident selon les informations reçues. Le député renforce l'appel à tous les ministères directement concernés pour installer une vedette ou un pont en fer à Bétchouk lors des fortes pluies. Parlant météo, il n'y aura pas d'événement particulier susceptible de modifier le temps qu'il fait dans le pays cette semaine selon les prévisions météorologiques d'aujourd'hui. Le climat dans la partie ouest et la partie sud du centre ne sera pas stable avant demain mercredi. Le temps sera sec en général en fin de semaine. Néanmoins, les orages devraient se poursuivre dans la partie ouest et dans la partie sud de l'intérieur de la Grande Île jusqu'à demain mercredi, a indiqué le service météorologique. Le temps sera globalement sec dans les autres régions du pays en fin de semaine. Il y aura une augmentation flagrante des températures presque partout sur toute l'île. La température sera entre 15 et 27 degrés le matin et entre 27 et 37 degrés l'après-midi, selon toujours les prévisions du service météo. Dans les actualités internationales de ce soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit hier alarmé par la récente escalade de la violence dans le nord-ouest de la Syrie et a appelé à une cessation immédiate des hostilités selon son porte-parole. Pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011, le régime Assad a perdu totalement le contrôle d'Alep, deuxième ville de Syrie. France 24. Au milieu du salon, jusque dans la chambre à coucher, leur intrusion est entièrement filmée. Ces rebelles syriens se mettent en scène dans ce palais d'Alep.
Une prise symbolique, il appartiendrait au président Bachar al-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces insurgés contrôleraient toute la ville d'Alep, deuxième ville du pays avec 2 millions d'habitants. Ici, ils détruisent par exemple une statue du président. Depuis le début de leur offensive mercredi dernier, ils auraient pris plus de 70 localités, la plupart au nord-ouest du pays, dans les régions d'Idleb et d'Alep. Une offensive majeure, la plus importante depuis 2020 dans le pays, où la guerre entamée en 2011 n'a jamais cessé. Toujours épaulé par la Russie, le président Bachar al-Assad répond notamment à ses avancées par des bombardements, comme ici à Idleb. Officiellement, il ne vise que les rebelles. Dans les faits, les victimes sont aussi civiles. Nous nous sommes réveillés ce matin au son de la peur et des frappes aériennes. Je ne peux décrire l'horreur que nous avons vécue et la terreur que nous avons ressentie. Nous sommes à côté du camp et à côté de la famille qui a été ciblée. Des habitants d'autant plus vulnérables que cette offensive a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir, près de 50 000 au moins selon l'ONU. L'organisation appelle à tout mettre en œuvre pour revenir au calme. Je peux vous dire que le secrétaire général est effectivement alarmé par la récente escalade de la violence dans le nord-ouest de la Syrie. Il appelle à une cessation immédiate des hostilités. Les Syriens endurent le conflit depuis près de 14 ans. Ils méritent un horizon politique qui leur offre un avenir pacifique et non de nouvelles effusions de sang. Car cette large offensive s'accompagne d'une grave crise humanitaire. Les centres d'aide sont devenus difficiles d'accès dans un pays où près de 17 millions de personnes en dépendent quotidiennement. La reconstruction a commencé dans le sud de Beyrouth. Les habitants sont impatients de retrouver une vie normale. Mais au sud du pays, au Liban, l'armée israélienne poursuit ses manœuvres pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu. Le Hezbollah a répliqué. France 24. Un quartier du sud de Beyrouth, défiguré par les bombardements. Ici, la reconstruction a déjà commencé pour des habitants impatients de retrouver une vie normale. Ma boulangerie a été endommagée par une frappe juste à côté. On répare les dégâts depuis 4 jours et si Dieu le veut, demain, on rouvrira et on reprendra le travail. Au sud du pays pourtant, l'armée israélienne poursuit ses manœuvres. Sur ces images, Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, est sur le terrain aux côtés de ses troupes. L'État hébreu multiplie les frappes contre des positions du Hezbollah qui pour la première fois a répliqué ce lundi. Nous avons mené une frappe défensive d'avertissement contre une position de l'armée israélienne dans la zone des fermes de Sheba, à la frontière entre le Liban et le plateau du Golan. De sérieux accros au cessez-le-feu, mais selon Washington, la trêve tient toujours. D'une manière générale, cela a permis de mettre fin au combat et à nous mettre sur une voie où nous ne constatons plus les pertes quotidiennes en vie humaine que nous avions constatées depuis 2 mois. Parrainé par les États-Unis et la France, l'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban dans un délai de 60 jours. Toujours à l'international, dans un tout autre sujet, depuis 1994, la première PlayStation et ses 4 héritières ont bousculé le monde du jeu vidéo et les usages des joueurs. Sortie au Japon plusieurs mois avant le reste du monde, la PlayStation se vendra à plus de 102 millions d'exemplaires. Les détails avec France 24. 3 décembre 1994. Ce son de démarrage résonne pour la première fois au Japon. L'inventeur du Walkman Sony vient de lancer sa première PlayStation, une révolution dans le monde du jeu vidéo. Des expériences, des sensations qu'on a découvertes, qu'on n'avait jamais eues avant. D'avoir peur dans Resident Evil, mais vraiment d'avoir peur, comme on regarderait un film d'horreur. De ressentir, alors ça pouvait se ressentir dans des jeux de course, mais d'avoir ce sentiment en 3D, ça se rapprochait plus de ce qu'on avait dans la vie réelle. Des sensations nouvelles qui ont permis à Sony de séduire les jeunes adultes et ainsi de modifier l'attrait pour le jeu vidéo, alors perçu comme un loisir pour les enfants. Un changement de cible qui s'accompagne d'une révolution technologique. Jeux de sport, de combat, de course, de nombreux studios se tournent vers la PlayStation, attirés par des kits de développement moins chers que ceux de la concurrence, et le format CD, alors peu répandu, mais aux capacités de stockage bien plus élevées qu'une cartouche de jeu.
Capable de lire les CD audio, la machine séduit au-delà du jeu vidéo. Un pari largement gagné pour Sony. Le constructeur visait 1 million de ventes minimum. Il en écoulera plus de 102 millions. Aujourd'hui, l'entreprise japonaise en est à son 5e modèle. Elle a récemment lancé une version améliorée de sa PS5 avec de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle. Mais la PS2 reste la console la plus populaire de l'histoire, avec plus de 160 millions d'unités vendues. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. Au revoir.